Salut à tous, bienvenue en ce dimanche matin ou un autre jour de la semaine si vous nous écoutez sur les plateformes de stream. On est ravis de vous retrouver, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Et quand on dit qu'on est ravis, c'est parce que je ne suis pas tout seul, c'est parce que Théophile est avec moi aujourd'hui. Théo, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien. La NBA vient de repartir pour de vrai cette fois. C'est plus la Summer League, c'est plus la pré-saison, c'est des vrais matchs. Donc forcément, tout va très bien. Euh, C'était pas... Oh putain! Et oui, c'est trop cool que la NBA ait repris, c'est trop cool de voir la tronche d'Antoine Echaï tous les matins totalement annihilée et défoncée. Mais ils savent faire le job mieux que personne. En tout cas, respect à eux. J'en profite pour leur passer un big shout-out parce que franchement, c'est pas évident de se lever en plein milieu de la nuit et faire des résumés d'une telle qualité à chaque fois. Attends, Donc, Shai, il est en bravo à eux. vacances pour la première fois depuis 1986. Là, il est en train de se dorer la pilule à New York City. Ça va, Shai, ça va, hein. On sait que c'est l'Iron Man, mais comme par hasard, il prend des vacances quand ça repart la saison. Oui, 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 mais ça, après, de toute façon, les prochaines, c'est 2067. Donc, Voilà, exactement. j'espère qu'il il va bien profiter. Ouais, qui profite bien de New York, qui nous rapporte de beaux souvenirs et de belles choses. Nous, on va se faire un petit programme, Théo, en deux parties. Il y a une série dont on parle beaucoup en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Starting Five. Cinq majeurs, comme ça a été traduit de fort belle manière, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre manière pour le traduire. Et puis, on avait un petit peu envie de développer une thématique qui nous tenait à cœur. Déjà, nous, en tant que darons de première génération, et ensuite, parce que cette semaine, il y a eu un événement quand même assez historique, c'est la présence de Bronny et de LeBron James sur le même terrain pendant 2 minutes et quelques sur le premier match. Et donc, cette relation père-fils qui n'est pas inédite, puisque des générations de joueurs avec le père qui a joué à haut niveau et le fils derrière également, qui a mieux ou moins bien joué, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, on va se développer ça tout de suite. Mais d'abord, on va parler de Starting Five. Alors, on va vous le faire en deux parties. Starting Five, pourquoi? C'est très simple, parce qu'on en a vu que la moitié tous les deux C'est et ça. qu'on n'a pas eu le temps encore de tout voir. Mais Théo, ma première question, au bout de 5 épisodes, et même au bout du premier, quel a été ton sentiment et ton premier réflexe? Euh, alors, mon sentiment, il est assez mitigé en fait, parce que c'est très joliment fait. Les images sont belles, t'as des stars, on peut les citer quoi. LeBron James, Domantas Sabonis, Jimmy Butler, Anthony Edwards et Jason Tatum. Donc sur le papier ça claque. Moi je t'avoue que pour l'instant je suis un peu déçu quand même. Je trouve ça assez soft et assez lisse. Alors il y a des images de coulisses qui sont sympas. Tu vois, limite ce qui m'a le plus intéressé pour l'instant c'est peut-être le détail de la journée de LeBron un jour de match où tu vois vraiment la charge de travail qui a un jour. Même moi j'imaginais pas en fait que c'était aussi important en fait un jour de match, la préparation, etc. Mais sinon, bon, pour l'instant je suis pas passionné. Je t'avoue que c'est assez marrant quand même de voir la personnalité des joueurs d'une certaine manière. Genre LeBron, en fait, faut qu'il direct, enfin, son prochain trophée, c'est un Oscar, quoi. C'est un trop bon acteur. Même dans les moments un peu dramatiques, tu sais, il est là, il pose, il baisse le regard, et puis d'un coup, boum, tu sais, il tourne et il fixe l'autre caméra en plein dans le cœur. C'est incroyable. L'acteur studio de LeBron, c'est fantastique. Mais pour l'instant, je suis un peu voilà, un peu mitigé. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Pierre. Moi, premier épisode, enfin les premiers, je me suis fait grave chier. En fait, voilà, je vais être très honnête avec toi. En fait, cette série, pour nous, elle vient trop tard. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, on aurait vu ça il y a 10 ans, on aurait été, mais je pense que je le connaîtrais déjà par cœur, le documentaire, tellement en effet, les images sont belles et tu as quand même des insights qui sont plutôt intéressants, notamment sur la vie sur la route, quand on voit des joueurs. Après, on est tellement abreuvé de ces images-là que. Et c'est pas pour faire le vieux con, parce que The Last Dance, par exemple, ça nous a effarés parce qu'on voyait des choses qu'à cette époque-là, on ne voyait pas. Donc, à la limite, voir un vestiaire de 1995, c'est aujourd'hui encore beaucoup plus intéressant à mon goût qu'un vestiaire de 2024. Mais il n'y a rien qu'on apprend en fait dans cette série, il n'y a rien qu'on ne sait pas. Il y a juste une mise en scène qui est géniale. La fin du premier épisode où LeBron dit moi je continuerai tant qu'il y a
tant qu'il y a personne qui vient me prendre ma place, tant qu'il n'y a pas un jeune qui a plus d'énergie que moi et qui viendra me casser les couilles et que d'un coup, tu vois une voiture qui démarre, un mec de dos et t'as Anthony Edwards qui s'assoit, qui sourit et ça se finit. Ouah, ça m'a mis les frissons tellement c'était bien joué. On voit des personnages qui sont tels qu'ils sont. LeBron, en effet, qui essaye de pleurer, qui arrive même pas, même en évoquant les problèmes cardiaques de Bronny, tu vois. Bon, c'est lui qui produit, hein, et c'est les Obama qui ont mis la thune, je sais pas si tu as vu, qui sont Ah exécutifs non, j'avais producteurs. pas vu. Ouais. Ah ouais, c'est Michel et puis c'est marqué les deux, hein. Michel et Barack Obama qui ont mis l'argent là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ils se permettent de roaster un petit peu Tyrese Haliburton là récemment et qui sont un peu plus dans le jeu. On voit Anthony Edwards tel qu'il est, un gamin, un gosse, hein. Il vit dans une baraque somme toute normale, comme un gamin dans l'obscurité, à jouer aux jeux vidéo toute la journée, à faire le con, à amener ses potes partout. Il y a une scène que tu n'as peut-être pas vue, mais il devient papa. On voit, hein, c'est un peu le fil rouge. Et il devient père pendant un match. Je crois que c'est à Utah. Je sais plus où c'est exactement, je sais plus où ils sont. Et, non, ils sont à domicile, mais ils jouent contre Utah. Et en fait, on vient lui dire, elle est en train d'accoucher, et il se barre torse nu. C'est-à-dire, il enlève son maillot et il se casse de la salle. Il a même pas eu le temps de se rhabiller. On le voit, il enfile, tu sais, comme en train de boiter Ouais. sur une jambe, en train d'enfiler son fut. Et il arrive et en fait, tu le vois, ça le dépasse, tu vois. Il voit il fait à moitié un malaise parce qu'il voit le placenta, il entend parler de ça pour la toute première fois, il demande ce que c'est que le cordon ombilical, il n'a jamais entendu parler, mais à la fois il est très attendri, mais en même temps il regarde la fin du match, il est comme ça en disant ah putain on a perdu alors que le début vient de naître. Donc tu vois, c'est un gamin, on voit Jimmy Butler, alors je sais pas, je pense à toi à chaque fois que je le vois, mais alors je sais pas s'il joue ce personnage d'à moitié Joker, à moitié névrosé, comme on apprend que il pourrait être champion du monde de domino. Euh, on le voit, il y a tout un passage sur ses coiffures, sur son espèce d'alter ego, sur les coiffures du Mediaday. Donc Jimmy Butler, passionnant. Moi, je savais pas qu'il était aussi vocal sur le terrain dans le sens déconneur, quoi. Hmm. Avec ses potes, et même en général avec le. Bon, sauf quand les playoffs arrivent où il se transforme, mais c'est vraiment. Voilà, je trouve que je ne m'attendais pas à le voir prendre autant de plaisir sur un terrain de basket. Après, on a Domantas Sabonis qui est le gentil de la bande, quoi. Il est confondant de gentillesse, ce gamin. Je sais pas, moi, à la limite, on se demande même ce qu'il fout là. Et même lui, t'as l'impression qu'il se demande ce qu'il fout là. À chaque fois, il est un peu même surpris de voir les caméras chez lui. Bon, alors après, c'est pas passionnant. Ça fait, moi, c'est un peu comme dans la série Quarterback où on voyait Patrick Mahomes dans sa maison en train de regarder la construction de sa maison avec sa femme. Bon, ça m'intéresse pas. Au bout Dis-moi. du compte, tu vois, j'avais quand même trouvé ça plus intéressant, tu vois, dans Quarterback, ces aspects-là. Parce que là, je Ouais, t'avoue que bon, alors, je vais pas, je vais pas tirer à boulet rouge sur elle, mais enfin, l'épouse de Sabonis, là, on dirait tellement une caricature, même dans sa c'est manière ça. de parler. C'est impressionnant. On dirait vraiment que c'est une parodie. T'as un sketch de Key and Peele sur imiter une femme de joueur. Et bref, c'est vraiment chaud. Je t'avoue que ces aspects-là de la vie quotidienne, je les ai pas trouvés passionnants. J'étais surpris. Je savais même pas, pour Jimmy Butler, je savais même pas qu'il avait des enfants, tu vois, pour le coup. J'avais aucune idée. Tu vois, c'est quelqu'un qui est plus secret, je pense, que les autres. Donc j'étais surpris de ça. Mais après, les aspects familiaux de la plupart, là, à part peut-être Anthony Edwards, que que je trouve le plus intéressant pour l'instant, ça, effectivement, ça m'a vraiment pas passionné. T'as envie d'en apprendre même sur Sabonis, toi, pour l'instant je suis déçu, t'en apprends pas tant que ça, tu vois le père. Alors putain, Arvidas à l'âge qu'il a, c'est un truc de malade. Déjà à l'époque il s'en foutait, mais là on a rien à foutre de rien, quoi. Il est habillé n'importe comment. Tu sais, on dirait limite le mec il aurait pu être boucher ou je sais pas ou charpentier, tu verrais pas la différence, quoi. Il a aucun ego, il est posé, même tu vois, je trouve que limite ils mettent pas assez en valeur qui était Arvidas Sabonis et enfin, ce que la difficulté de suivre, de marcher dans les pas d'un mec comme ça, tu vois. C'est ces aspects-là de storytelling que j'ai trouvé, que je trouve, qui sont, comment dire, c'est pas très creusé, quoi. Parce que tu vois, Bah, par c'est ça. exemple, quand tu vois Jimmy Butler, il y a tout un épisode qui est sur le jour de Noël, en fait, la veille de Noël et le jour de Noël. Interminable. Ouais, voilà, ça dure des plombes. Et tu vois Jimmy Butler qui est en train, comme les autres, de surgâter ses enfants avec des trucs absurdes, hein. Franchement, enfin, je suis désolé, t'offres une montre de luxe à une petite qui a 4 ans, je vois pas trop l'intérêt. Mais par contre, je me dis, bon, bah,
quand tu connais l'histoire personnelle de Jimmy Butler, tu dis, bah là, il y a peut-être un truc à fouiller. Par contre, la différence entre lui, les Noëls qu'il a passés, le fait d'avoir été élevé par une famille d'adoption, etc. Tu dis, bon, moi, je m'attends à ce qu'on creuse un petit peu, et en fait, pas du tout, quoi. Ça reste vraiment tout en surface. Mais c'est ça je trouve, le clic qu'il n'y a pas. Alors, tu parlais de Madame Sabonis, Brittany Mahomes, c'est encore un délire au-dessus. Hein. Mais cette série, elle se cherche entre est-ce qu'on s'adresse à des novices et on leur montre la vie des basketteurs, mais à ce moment-là, tu as raison, explique-leur qui est LeBron et montre-leur des images de l'Ohio, de St. Mary, St. Vincent, de Cleveland et tout. Enfin. Alors encore une fois, on a vu que la moitié, donc peut-être c'est dans la seconde, je ne sais pas. Parce que dans The Last Dance, il y a 10 épisodes, mais à chaque fois, on revient, il y a des flashbacks tout le temps sur un tel, Rodman, Pippen, etc. Bon, bref. Et à la fois, si tu considères qu'on connaît déjà, bah ouais, il manque un truc en plus, il manque un truc piquant. Et puis on en arrive à, voilà, on arrive à Jason Tatum, quoi. Et alors, pote. Avance rapide. Fais voir. Tac, c'est bon, on est passé. Oh putain, le gosse. On y va, on continue. Enfer. C'est l'Activia 0% sans sucre, tu vois. Et il essaye, hein. Il est charmant, il n'y a rien à dire. Il est sympa quand même. Il est super sympa. Il veut Alors, c'est un gros truc. Ah, puis en plus, cette série, c'est un gros truc de placement de produit. Hein. Tu vois, la Tatum 1, elle est comme ça. La Ant 1, elle est comme ça. La LeBron 20, elle est comme ça. Donc, tout est. Il n'y a aucun problème Brony, là-dessus. il est comme ça. Et Bronny, il est comme ça. Savannah, on la voit en gros plan. Donc, et puis, c'est des heures aussi sur si elle n'était pas là, si il n'est pas là, si ma sœur n'est pas là, si Savannah n'est pas là, je suis nulle part. Tu vois, avec le Bron, encore une fois, qui essaye de pleurer, mais qui n'y arrive toujours pas. Mais Jason Tatum, voilà. Et puis, il y a un moment, il y a 5 minutes d'interview de son gosse dans sa chambre. Bah, t'as envie de mourir, quoi. Enfin, c'est pas possible, on va pas. Et encore, et le moment iconique est plus avec le gosse qu'avec ce pauvre Jason Tatum qui n'arrive pas à devenir le truc. Par contre, un truc, c'est que tu as envie d'être pote avec ces 5 gars-là. Et ça, je trouve ça super. Vrai. C'est-à-dire que Ant, tu as envie d'aller déconner avec lui parce que tu sais que tu vas te marrer. LeBron, parce que bah, c'est le daron posé et parce qu'il a plein de trucs. Sabonis, parce qu'en effet, tu as envie de connaître Butler parce qu'il est sympa, parce qu'il est un peu déconnant. Donc, ces gars-là, ils sont bien choisis, je trouve, parce qu'au début, j'ai dit Sabonis, mais bizarre, Sabonis, cette fois, c'est pas... Mais il représente bien, je trouve, le côté underdog, le côté petit marché, et c'était intéressant, finalement, d'être allé chercher ces gars-là. Par contre, les gars, je vous le dis, Netflix, mais quand ça joue au basket, le ballon, il rentre dans le filet. Arrêtez de nous rajouter des bruits de ficelle, quand des faux bruits de dunk, des faux bruits de quand le ballon. Arrêtez, c'est horrible. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Mais il nous reste l'autre moitié à voir. Ouais, c'est clair. Tu parlais de placement produit tout à l'heure. Au début, je me suis dit, mais ça commence par un placement produit monstrueux pour la NBA Cup. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait avec Antoine et Shai il n'y a pas longtemps. Moi, je disais que j'avais plutôt bien aimé l'an dernier, en fait. À ma grande surprise, j'avais plutôt été pris au jeu et que, voilà, j'allais suivre. Mais là, si tu sais pas ce que c'est, t'as l'impression que c'est un truc énorme, quoi. Dans les 2 premiers épisodes, t'as l'impression qu'il y a un suspense de malade, que les équipes sont à fond. T'as envie de dire... tranquille, c'est quand même pas à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai que c'est bien vu parce que t'as l'impression que chaque épisode, c'est vraiment une pub pour un truc en particulier. Donc au début, c'est la NBA Cup machin. Derrière, le truc sur Bronny, c'est quand même pas... Enfin, pareil, tu vois, on connaît tout, en fait, de ce qu'est dit. On connaît tout. Il n'y a rien de surprenant. C'est pas... Voilà, ça n'a pas plus d'intérêt que ça, entre guillemets. Et pourtant, ça en fait des tonnes autour. En fait, t'as envie de te dire, mais dans ce cas-là, il fallait faire moitié moins d'épisodes. C'est pas grave. Oui, oui. Parce que sinon, ouais, la scène avec 12 Tatum, là... bon, le petit est plus sympathique au bout du compte parce que c'est un peu fatigant de le voir tout le temps à la télé comme les autres enfants de... Bon, chacun son truc. C'est pas à moi de juger, mais des fois, ça fait... Bon, je trouve que c'est pas toujours leur place. Bah, il est mignon, le petit, c'est un petit mignon, mais pourquoi t'as pas besoin de 3 minutes où il te fait
le tour de sa chambre en te montrant ça c'est mon tapis qui ressemble au TD Garden, etc. C'est ouais, très bon, bizarre. Après, très cool le tapis. On va pas se mentir, il était très cool le tapis. Ouais, non, c'est clair, mais c'est bon. Non, mais là, Ouais, vas-y. vas-y. Non, j'allais Ah, finir un truc. Tu disais, ouais, les mecs ont l'air cool. Et c'est vrai, je vais dire un truc quand même sur LeBron. Alors, voilà, c'est un super acteur. Il en fait des tonnes. Il est tout le temps dans la communication. Mais par contre, et c'est pas la première fois que ça me fait cette impression, je pense que c'est quand même vraiment un bon coéquipier en fait. Il y a des moments de connivence avec ses coéquipiers qui sont manifestement pas fins, qui sont, voilà, qui sont réels et qui sont assez sympas au bout du compte de voir que même après 20 ans de carrière et plus, après être être avoir été aussi longtemps le visage de la ligue comme il a été, tu le vois dans de la connivence, des petites tailles qu'on connaît tous, en fait, des trucs de vestiaire, que ce soit avec Austin Reeves ou avec Anthony Davis. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa. Comme ce dont tu parlais tout à l'heure au sujet de Jimmy Butler, quand tu le vois blaguer avec Bam Adebayo ou d'autres, ça, c'est vraiment cool. de toute façon, LeBron, il a tellement de 8 caméras sur lui depuis qu'il a 16 ans qu'il peut plus feindre quoi que ce soit. Sinon c'est l'enfer sa vie. Ou alors, le jour où les caméras vont s'éteindre, il va insulter le monde entier, quoi. Autant Sabonis avec sa tête là de Lannister là, à se faire défoncer dans Game of Thrones dans un dernier épisode. Il est tout le temps comme ça. Il rigole tout le temps parce que tu sens qu'il n'a pas forcément l'habitude d'être suivi en permanence. Mais alors après l'histoire de la NBA Cup, il y a un truc quand même qui est délirant. C'est Sabonis qui lui aussi a grandi aux États-Unis. Il est né dans l'Oregon et tout. Tous les autres, bah, j'ai Ça, toujours c'est pas magnifique. compris. Je comprends rien et tout. Sabonis dit, bah oui, ça va, c'est une coupe, ça c'est une compétition. Enfin, je vois pas où est le problème, tu vois. C'était vraiment genre, tu sais, t'as toute une branche qui comprendra jamais rien et l'autre côté, bah oui. Mais c'est exactement ça, parce que en fait, ils donnent l'impression, c'est comme s'ils avaient essayé de comprendre, mais que c'était trop compliqué. Alors que tu dis, mais attends, tu te poses n'importe quand avec deux personnes qui t'expliquent pendant 1 minute, et c'est Mais bon, même t'as Douce, il saisi le principe, t'explique. quoi. Même Douce, il va t'expliquer, c'est fait pour les C'est gamins, clair. ce truc-là. C'est fait pour exciter les enfants. Donc, enfin, tu vois, enfin, depuis quand il y a un truc compliqué aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, voilà. Il y a un tout petit passage sur le All-Star Game. Je ne sais pas si tu as vu. Ça va très vite, le All-Star Game. Il le dégage. On voit bien la magnifique veste de LeBron. Et d'ailleurs, quelqu'un lui fait remarquer que derrière, il y a un nombre d'étoiles et tout. Ah bon, je n'avais même pas fait gaffe. Tu vois, le mec, c'est 18 All-Star Game. Ça suffit maintenant. Je ne vais pas m'estasier sur les équipements. Mais du coup, il y a eu, justement, je parlais de Barack Obama tout à l'heure. Cette semaine, il y a eu une petite quote quand même, puisqu'il se fait interviewer par Tyrese Haliburton. Et, et Obama lui dit, les gars, va falloir arrêter maintenant de nous prendre pour... Enfin, clairement, il lui dit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Je sais très bien que les Isaiah Thomas, les Michael, tout ça, ne jouaient pas au même niveau un All-Star Game que en saison ou en playoff, mais il y avait une envie de gagner, quoi. Il y avait un peu d'ego et d'envie de bien faire, en tout cas pour les fans. Et il lui dit, ou alors réinventez-vous. Et je veux savoir est-ce que tu penses que c'est le fait qu'un ancien président comme ça, aussi avec une aura telle qu'Obama, c'est peut-être ça qui pourrait, ce genre de message que le monde entier a vu, ça peut faire avancer quelque chose ou c'est vraiment un format qui est foutu, quoi. On en parlait un petit peu avec Antoine en début de semaine. Je vois pas vraiment de solution pour sortir de ça. La seule en fait que je vois, parce que l'argent ça marchera pas en fait. Tu peux mettre des prix, mais c'est anecdotique. Ça marchera pas. La seule chose moi qui pourrait, à mon avis, relancer l'intérêt du match en lui-même, ce serait que les joueurs aient vraiment envie de le gagner tout simplement et que ils se disent bah non, qu'il y ait une saison. En fait, je pense qu'il suffirait peut-être même d'un All-Star Game où il y a vraiment l'une des conférences. Les mecs se retrouvent et ils disent non mais on va les défoncer. Nous on veut jouer pour gagner, on a quelque chose à montrer. Imaginons la conférence Est qu'on a marre, qu'on dise tout le temps ouais mais l'Ouest c'est plus relevé, nanana, c'est plus dur de sortir de l'Ouest, que les mecs de l'Est se disent non cette année on va montrer ce que c'est la conférence Est et qu'ils fassent bloc. Et si t'as une victoire forte comme ça, l'année prochaine je garantis que la conférence Ouest ça se dit non mais attends l'an dernier ils nous ont mis à l'amende, on va pas se laisser faire. Ça je le verrais, mais pour autant,
les joueurs changent tellement facilement d'équipe maintenant avec les contrats courts, etc., que c'est très différent. Tu vois, un mec comme Jordan, en fait, c'est un mec de la conférence Est. Et tu l'imagines même pas. Tu vois, il y a une sorte de fierté locale qui vient d'avoir dû batailler chaque année avec les mêmes gars, les mêmes équipes pour pouvoir avancer en playoff. Et tu vois la conférence Ouest de l'autre côté, et tu as envie de dire non, mais nous, c'est plus dur, quoi. Maintenant, comme les joueurs changent beaucoup, je pense qu'il n'y a plus du tout tu vois, ce sentiment Bah oui, d'appartenance. oui. Et donc, je ne sais pas s'il y a la même fierté à se dire ouais, on a gagné. C'est l'Est qui a prouvé qu'il pouvait gagner. Parce que tu vois, le dernier All-Star Game qui était vraiment comme ça, c'était celui qui a été en. Tu sais, où Marbury, c'est quoi? C'est 2001, là, quand Iverson est MVP, et tu sais, Marbury met un Ouais, panier à ouais, il y 3 a points trop de pour show. arracher la prolongation. Voilà, alors qu'ils étaient loin derrière au score, la conférence Est, ils sont remontés, ils ont gagné. Bah, franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de All-Star Game, de match, en fait, que j'ai pu voir. Hmm. Et pour moi, c'était quand même ancré dans une espèce de sentiment de fierté, de se dire non, on va pas se laisser faire, on va vraiment le gagner, celui-là, quoi. Mais ça peut venir que des joueurs. Non, mais en plus, il suffit. En plus, moi, à mon avis, il suffit même pas d'un match ou quoi que ce soit. Il suffit de 30 secondes. C'est-à-dire, les mecs de l'Est, on va dire, ce jour-là, disent on va rien leur dire et on va attaquer Oui, au taquet. Et sur la première attaque, on leur met une pression défensive normale, bah, ils vont jouer. ouais, c'est vrai. Ouais, t'as Ils raison. vont... Il suffit de Ouais. 30 secondes. Et puis surtout, ce que tu disais, c'est intéressant par rapport à l'époque Jordan, fin des années 90. C'est que, rappelle-toi, il y avait deux baskets en fait. Et on le disait, il y avait le basket de l'Ouest et le basket de l'Est. Et l'Ouest voulait montrer à l'Est que eux aussi, ils pouvaient jouer soit dur, soit qu'ils savaient contourner l'âpreté, on va dire, du basket de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a pas de basket de l'Est, pas de basket de l'Ouest. L'Ouest est plus fort parce qu'il y a plus de talent à l'Ouest, c'est tout. Il y a plus de talent offensif d'un côté, ce qui fait que bah, les armadas sont mieux fournis et que c'est plus dur de sortir de l'Ouest. C'est pas plus dur parce que le jeu il est différent. Tandis Hmm. qu'avant, le jeu était vraiment différent. C'est comme dans le, le football universitaire, quand tu joues dans le sud, la SEC, enfin, c'est des sauvages, quoi. Une équipe de SEC du Nord va pas jouer en bas. C'est impossible. C'était. Voilà, parce que c'est un autre football, quoi. Hmm. Et là, du coup, ben, c'est vrai que c'est bien triste. Ouais. À Qu'est-ce que voir. t'attends, toi, de voir dans les épisodes qui restent là du Starting Five? Ah bah, Est-ce que t'as un espoir en particulier, tu vois, sur la suite? bah, ils ont quand même enfin, ils ont eu du nez parce qu'ils ont choisi quatre joueurs, alors de deux équipes, on va dire, du play-in, c'est-à-dire à l'Ouest, les Lakers et les Kings. Les Kings qu'on voyait, que moi je voyais, le premier, je voyais plus haut l'année dernière, donc je voyais confirmé. Et à l'Ouest, futur, un favori contre une huitième place, quoi, un playoffable de justesse. Donc j'ai hâte de voir les images de fin de saison quand ça se maillotche pour arriver au play-in, etc. Et surtout de voir voilà, le switch des joueurs quand les playoffs arrivent. Parce que là, Hmm. on les voit, c'est cool, c'est machin, c'est les hôtels, les machins. Et là, d'un coup, de voir comment enfin, voir en fait la tête d'Anthony Edwards quand il va se concentrer. Et c'est quand même ouf la ressemblance avec Jordan. Mais c'est incroyable. Physiquement, le visage, là, Ouais. quand il est pris en gros plan, c'est le Jordan 85-86. C'est fou, quoi. C'est fou. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que sur les qualités athlétiques, enfin, sa manière de décoller quasiment instantanée, c'est vrai que c'est marquant. J'espère aussi, bah moi aussi, c'est ce que je me disais, tu vois, sur la fin de saison du côté d'Anthony Edwards. J'espère qu'on reverra un petit peu plus d'inside, mais lié au terrain quand même, que ça soit à l'entraînement, que ça soit dans la préparation. C'est quand même les trucs, moi, que j'ai trouvé le plus intéressant pour l'instant. J'espère qu'il y en aura encore, pardon, encore un peu plus dans la suite. Ouais, et surtout, il y en a quand même un qui arrive en finale, un qui arrive en finale de conf. Et puis j'ai envie de voir la, la fin de saison de LeBron, en fait. Hmm. C'est-à-dire comment il vit cette élimination par Denver en étant si près, quoi, en ayant mené toute la série, et voir comment va l'image de vestiaire. Enfin, voilà. Nous, l'actu, elle est là, mais les images, en fait, les seules images qu'on a finalement jamais, c'est les images de vestiaire après la défaite.
en NBA. Aujourd'hui, dans les médias, on a toutes les images de victoire, on a beaucoup, vas-y, ça se chambre, mais les images de défaite, quand j'imagine les caméras ont pas le droit de rentrer, ouais, moi j'ai envie de voir ça. Ouais, carrément. Bah, on vous fait un topo dès qu'on a vu la fin avec, avec Pierre Armand. N'hésitez pas en Bon, tout cas à nous dire, vous, si vous avez commencé à regarder ou si vous avez tout vu même, ce qui vous a plu, pas plu, je serais curieux de savoir tout ça. et nous spoilez pas la fin, on veut savoir qui va être champion. On sait pas. Exactement. On parlait d'Anthony Edwards qui aurait pu être le père le fils de Michael Jordan. On a parlé de Bronny et LeBron évidemment. Et puis on s'est dit on allait faire une petite thématique pour la seconde partie de cette émission sur les darons fistons et ceux qui ont dépassé les attentes ou ceux qui n'ont jamais pu dépasser les attentes. Donc voilà, avec qui tu voulais commencer toi, ce petit duo, Théo? Euh, Bonne question. Alors, le premier qui m'est venu en tête, c'est même pas un duo vu le nombre qu'il a produit, c'est Rick Barry en fait. Parce que les fils Barry, il y en a eu un paquet, il y en a 3 qui ont joué en NBA, il y en a un, Scooter, qui a joué en France, qui a été bon. Et c'est marrant parce qu'en fait, Rick Barry, c'est vraiment un joueur qui est étonnant parce que c'est, de l'aveu de tous, l'un des meilleurs ailiers de tous les temps, l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, un mec qui était respecté pour son jeu à l'époque, mais qui était tellement un connard. Son surnom, c'était Ah quand même ouais. Rick the Prick. Donc Hmm. Rick le connard, en gros, quoi. Mais c'est Et qui marqué était sur sa tête. tellement... Exactement, qui était tellement détesté pour sa personnalité par ses contemporains que bah, il est passé à côté d'un paquet de choses, notamment à l'époque c'était les joueurs qui élisaient le MVP et les mecs voulaient jamais voter pour lui quoi. Donc en Ah bah fait ouais. il y a même des saisons où il aurait peut-être pu être MVP ou être dans le classement et au bout du compte il apparaît nulle part et, euh, et donc ce mec c'est marrant parce qu'au bout du compte c'est quand même lui qui a bah, jusqu'à présent qui a produit le plus de joueurs de basket de qualité parce que les John Barry, Brent Barry, etc. Ça quand même, c'était des joueurs solides en NBA qui ont fait des belles carrières. Et c'est un peu pareil, j'ai l'impression qu'on parle jamais de lui en fait quand on parle des fils d'eux et tu vois des duos de darons et de fils. C'est un mec qui passe à nouveau entre les gouttes, comme quoi, ben, ouais, le karma c'est dur. Ouais, et pas facile d'être fils d'eux souvent. On va en parler, mais ça peut être une bonne chose comme une malédiction. Euh, Moi, le premier auquel je pense, et alors c'est assez marrant parce que c'est deux fils d'eux qui finalement se sont retrouvés dans la même équipe et qui sont devenus un des meilleurs backcourts de l'histoire. C'est Steph Curry et Klay Bah oui. Thompson, fils de Dell et de Mitchell Thompson. Euh, Michael Thompson qui a quand même une plus belle carrière puisqu'il a 2 bagues, même s'il est remplaçant à l'époque Showtime des Lakers. Del Curry qui a une belle carrière aussi, hein, le numéro 30 des Hornets, c'est un maillot en tout cas moi, au début des années 90, c'est un joueur que je voyais beaucoup. Spécialiste du tir à 3 points à une époque où ce n'était pas le cas. Mais c'est vrai que bon, bah là, l'expression tuer le père n'a jamais été aussi importante, même si Del Curry est beaucoup plus, on l'a toujours vu beaucoup plus présent dans les salles avec son fils. C'est un personnage souvent, dès que son fils prenait un coup de chaud, on essayait de le trouver, de le filmer avec son épouse, son ex-épouse maintenant. Mais c'est vrai que voilà, c'est tout de suite forcément les deux auxquels tu penses, et ce destin assez marrant de se retrouver finalement dans la même équipe. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ça qui était beau, quoi. C'est les deux fils d'eux qui dépassent, c'est ce que tu disais, qui dépassent les pères et qui forment ce duo incroyable. Euh, Moi, dans la liste de ceux que je m'étais noté, bah, il y avait forcément, on en a parlé déjà, mais Domantas Sabonis quand même. Et c'est marrant parce qu'en fait, je sais pas si c'est lié à la série ou pas, mais récemment, j'ai vu plusieurs extraits, tu vois, de podcasts. Je sais plus si c'était All the Smoke avec Stephen Jackson et Matt Barnes ou si c'était un autre, mais justement où d'anciens Blazers parlaient de Sabonis, que ce soit Rachid Wallace. J'ai vu Rachid Wallace en parler, ouais. Et en gros, il racontait que, enfin, les gens se rendent pas compte du joueur que c'était. Et c'est marrant parce qu'il était déjà vieux, il était déjà blessé. Enfin, il avait eu ces 2 ruptures des tendons d'Achille à une époque, enfin, où c'était déjà un miracle qu'il ait pu reprendre le sport. Et, et ouais, je pense que en NBA, les gens se rendront jamais compte finalement de la légende et du joueur qui a été Sabas. Et ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de Starting Five, quoi. Où c'est limite, ils disent bon, bah, le joueur, son père a été joueur, il a joué aux Blazers, mais
il t'explique pas que c'est l'un des plus grands joueurs européens de tous les temps, quoi. Ah, il le montre quand même, il le montre, il y a quelques minutes quand même où il le montre, puisqu'il présente, on le voit avec tous ses enfants et tout, et même Ouais. Kevin Garnett qui raconte cette anecdote où il le voyait Ah en oui, train de ça. fumer. C'est vrai Donc, qu'elle est bonne, celle-là. d'ailleurs, Kevin Garnett, dans le truc, toujours avec la lèvre retroussée comme ça, il disait, alors, moi je te dis, je peux plus. Ouais, c'est dur, hein. Fatigant. Kevin. Et puis en plus, ça me saoule à chaque fois de le voir avec un sweat des Celtics, bordel. T'étais MVP à Boston ou aux Avec les Wolves? Wolves. Où est-ce que tu finis ta carrière? Bon, voilà. Moi, un, un duo pour toi, le Vas-y. docteur. Le docteur, Ah Théo. bah oui. Le docteur. Au début, je disais, bah, Dr. J, il a pas eu de fils qui a joué à NBA. J'étais pas du tout sur le bon docteur. Le docteur Rivière Ouais. et son fils Austin. Et que dire? Je ne sais plus trop. L'un, alors pour le coup, n'a pas joué avec l'autre, mais a joué pour l'autre pendant 4 ans aux Clippers pour un piètre bilan. Euh, voilà, Austin qui n'a pas pu casser des bouches sur le terrain, donc qui a décidé d'ouvrir la sienne sur des podcasts et qui s'est pris, il n'y a pas longtemps, une décharge Ah oui. De JJ Watt, puisqu'il dit, ouais, moi je connais 30 joueurs NBA qui pourrait jouer à NFL, d'ailleurs, dont Anthony Edwards qui s'est mis ça en tête en disant s'il gagne une bague ou deux, il ira jouer à NFL. Et par contre, il n'y a pas de joueur NFL qui pourrait jouer en NBA. Et JJ Watt, qui est une légende NFL, lui avait dit par chance, toi, tu n'as de travail ni dans l'un ni dans l'autre. J'avais trouvé ça incroyable. Donc voilà, c'est deux grandes bouches. L'un qui, c'est finalement Doc Rivers qui adore jeter ses joueurs sous le bus, comme tu dis. Il a il devait bosser à la RATP parce il a pris tellement de bus pour jeter tellement de gens en dessous. Mais voilà, un duo quand même qui aujourd'hui fait plus grincer des dents que saliver. Ouais, ce qui est dommage un peu pour Austin Rivers, c'est qu'on oublie que ça a été un bon joueur, hein. C'était quand même Très correct. voilà, un joueur très correct avec de vraies qualités. C'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas facile de. Non, mais c'est pas facile d'être le fils d'eux bah, jouer pour son père. Enfin, c'est tellement compliqué, quoi. C'est un petit peu le même cas de figure dans lequel se retrouve Bronny aujourd'hui, quoi. C'est que Oui. à l'époque, tu disais, mais en fait, Austin Rivers, il est en NBA que parce que son père est coach. Et pour le cas d'Austin Rivers, je pense que c'est pas vrai, tu vois. C'était quand même ça a vraiment été un joueur solide, quoi. Mais ouais, c'est trop compliqué comme situation. En plus, Sting avait dit clairement à Bronny qu'il souhaitait ne pas le voir aux Lakers. Hein. Hmm. Tout le monde lui est tombé dessus en disant mais fous-lui la paix, mais c'était juste que pour se développer, c'était peut-être mieux que d'aller ailleurs qu'aux Lakers. Mais voilà, mais bon, il s'est comparé quand même comparer son père et Bronny à lui et Doc Rivers, Doc Rivers qui malgré tout, enfin, si vous avez l'occasion d'aller regarder un peu, c'était un joueur, alors lui, un pion important là où il était Ouais. allé, hein, un pion très important des Knicks des début des années 90, pion très important des Hawks du milieu des années 80, donc belle carrière. Ouais. Moi, j'ai un autre duo un peu différent. C'est un duo mère-fils. C'est Pamela et Javali McGee. Parce qu'on oublie, on le sait peu, mais Pamela McGee qui a été une joueuse de WNBA. Et la spécificité de ce duo, c'est qu'ils ont tous les deux gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mm. Pamela avec Team USA chez les filles, bien sûr, et Javali McGee avec. Oui, Javali McGee. Oui, 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 c'est Jeux tout à Olympiques, fait. hein, je me trompe pas. Ouais, aussi avec Team USA. Jeu ou Coupe du Monde, mais je crois que c'est jeu. Hein, oui. Faut que je vérifie. Ouais, j'aurais dit Jeux Olympiques, mais effectivement, moment où je le dis, j'ai un doute. Mais ouais, et moi, je savais pas au début de la carrière de Javali McGee, je connaissais pas du tout le parcours de sa mère. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est belle carrière pour tous les deux au bout du compte. Ouais, c'est vrai. Belle carrière aussi. Alors, l'un dans la maîtrise, l'autre dans le côté pétard ambulant entre la famille Hardaway, hein, Tim Hardaway et Tim Hardaway Jr. Puisque voilà, Tim Hardaway Jr. fait aujourd'hui, on le voit comme un joueur NBA et pas forcément comme le fils d'eux. Donc, carrière honorable pour ce bon Dieu, pour ce Ouais, petit junior. carrément. Et moi, j'ai un autre duo, cette fois, j'inverse, un duo père-fille.
c'est Karl Malone et Cheryl Ford qui a joué pour le Détroit Shock et qui a été championne, si je me trompe pas. Alors Mhm. pour le coup, niveau la relation, c'est un peu plus compliqué parce que elle fait partie des enfants illégitimes entre guillemets de de Karl Malone. De mémoire, je crois pas qu'ils aient eu une grosse relation père-fils père-fille pardon pendant la jeunesse de Cheryl Ford, mais voilà, qui elle aussi était une très bonne joueuse WNBA avec une carrure qui rappelait celle de son père. Très vite sur cette filiation parce qu'elle a pas duré très longtemps. Hakeem Olajuwon et son fils David Robinson pendant les pendant les playoffs 95. Voilà, regardez les images, c'est très 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 mignon de voir Hakeem faire des câlins à son petit David. Plus sérieusement, Patrick Ewing et Patrick Ewing Jr. parce qu'on a oublié ça. Patrick Ewing Jr. qui fait 2 ans à Indiana en cursus universitaire et qui finit son parcours 2 ans à Georgetown avec le maillot 33. Faut en avoir dans le falzar pour prendre ça quand on sait ce qu'a fait le père avant. Il est drafté par les Kings, hein, excellent choix encore une fois de nos beaux potes californiens. Il a joué avec la Jamaïque, faut savoir, Patrick Ewing Jr., international jamaïcain, et il est tradé ensuite par les Kings avec Ron Artest contre Bobby Jackson à l'époque Houston. Hein, et puis après, il est tradé aux Knicks 15 jours plus tard contre eux. Est-ce que tu es capable de me dire contre qui est tradé Patrick Ewing Jr. aux Knicks 2008. Août 2008. Bah, tu vas chercher 3 heures contre Frédéric Weiss. En 2008? Ah ouais, oui, d'accord. J'allais te dire Otella Harrington complètement au bluff. En fait, j'étais quand même dans les bonnes années. Non. Mais... Tradé contre Fred Weiss encore en 2008, qui était donc encore contre les droits de Fred Weiss, on va dire. Voilà, il joue finalement 7 matchs NBA avec les Hornets. Et sinon, il a beaucoup joué en D-League, etc. Donc, voilà. Ok. J'avais complètement oublié, tu vois, je l'avais complètement oublié, le fils de Patrick Ewing, là, ça m'était complètement sorti de la tête, et maintenant tu me le dis, je me rappelle de lui effectivement à Georgetown, mais limite je me rappelle plus à Georgetown que du côté, que sur les parcs NBA, quoi. 7 matchs. Ouais. Qu'est-ce que j'avais noté? J'en avais noté d'autres dans ma liste. Ouais, un autre duo, alors pour le coup c'est... père-fils, mais il y en a un qui n'a pas joué à NBA, le père n'a pas joué à NBA, c'est Melvin Booker et Devin Booker, parce que ceux qui suivaient l'Euroleague et les championnats européens au début des années 2000 se rappellent du très bon joueur, scoreur, notamment je crois qu'il a longtemps joué à Milan si je ne me trompe pas, qui était Melvin Booker, et derrière la carrière de Devin Booker qui est quand même impressionnante parce qu'on l'oublie un petit peu maintenant, mais il n'était pas attendu à ce niveau, hein, même à sa sortie de Kentucky. On n'imaginait pas forcément qu'il ferait ce type de carrière ou qu'il aurait ce type de niveau. Donc, superbe carrière de Devin Booker. Et Melvin Booker, c'était un beau joueur aussi. Ouais, dans les jolies carrières aussi, surtout du fils, il y a Tito Horford et Al Horford. Peut-être, vu les critères en ce moment, on peut se demander si Big Al ne sera pas Hall of Famer parce que franchement, la carrière est. Non mais. Ah, pardon. Double champion universitaire, tu vois, carrière NBA exemplaire, bon, champion, donc à voir. D'ailleurs, j'ai trouvé très bien la cérémonie de remise des bagues de Boston. Super simple, très sobre. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Au début, j'ai cru que tu me disais, tu te demandais si Tito Horford n'allait pas être au Hall of Fame en tant que fan, vu que Spike Lee est déjà et que limite l'an dernier on le voyait presque autant que les joueurs, quoi. À chaque fois, il y a des matchs à Boston, il y a des gros plans qui durent une plombe sur lui et tout dans le public. Donc j'ai cru que tu allais me parler du père pour le coup, pour le statut de Hall of Famer. Non, celui dont je voulais te parler, à part celui-là, c'était. C'est pas facile d'être le fils d'eux, ça peut te faire. Tu as une enfance un peu particulière, ça peut te faire péter un plomb. Je vais te parler de Glenn Rice Jr., le fils donc de Glenn Rice, autre légende, pour le coup, vraie légende de la ligue, que ce soit aux Hornets, champion avec les Lakers, etc. Son seul fait d'arme, peut-être, dans le basket, c'est qu'il est numéro 1 de draft, Glenn Rice Jr. Tu savais? Numéro 1 de draft? Il est numéro 1 de la draft Big 3 en 2022. Ah bah.
Alors, c'est, je pense que il doit avoir le cul un peu rouge, Glenn Rice Jr., à force de se prendre des coups de pied au cul pour se faire dégager de partout là où il est allé. Il s'est fait dégager de Nouvelle-Zélande, il s'est fait dégager, alors je vous ai noté, du Mexique, Porto Rico, Israël, il est allé jouer en Argentine, il a même joué pour les Wizards et il s'est fait encastrer la gueule dans une télévision, ça t'es au courant? Non, non, pas du tout. De quoi tu me parles là? Il s'embrouille avec un joueur, il lui colle une petite gifle comme ça. L'autre lui dit, c'est la dernière fois que tu fais ça. Il l'attrape, dans le vestiaire, il y a deux télés, il l'encadre dans une télé, peut-être dans une télé, et il lui dit, la prochaine fois que tu fais ça, je te bute. Et il lui a dit tel quel. Qui lui a dit ça? C'était quoi? Il était au Wizards? T'as dit qu'il avait Ouais. joué au Wizards? Je vais dire, comment il s'appelle? Le mec qui s'est fait suspendre pour dans le truc avec Arenas, j'aurais dit là, comment il s'appelle? Non, c'est Non, pas non, lui. non, non, non. Je vais te donner un indice, il est très proche d'Erwan et Thomas. Kevin Serafin. Oui, voilà. Et cette histoire, elle est pas vraie, je l'invente pas, il l'a racontée. Tu sais qu'il adore raconter ces histoires d'embrouille et les autres, ils le savent, Hmm, donc il le titille. Et il a carrément mais encastré Rice dans la Junior télé. dans la télé. Il a encastré sa tronche dans la télé. Et il s'était fait virer de sa fac et il a été condamné pour agression en Australie aussi. Enfin, il a agressé presque tous les coéquipiers avec qui il a joué, même un fan de la fac de Tulane à l'époque, ce qui lui avait valu un paquet de condamnations. On l'avait retrouvé avec un sac avec deux AK-47 et de la drogue dedans. Enfin bon, le mec, D'accord. c'était. Ah oui, oui, c'était. C'est une espèce de méga mix de Jake Blazers à lui tout seul, tu vois. Ah, c'est marrant parce que quand t'as commencé à parler de Glenn, j'ai cru que t'allais me parler de Glenn Robinson et de Glenn Robinson de Third. Voilà, et j'ai cru que c'était lui, mais pareil, pour le coup, Glenn Robinson de Third, je me rappelle surtout parce qu'il était dans cette très belle équipe de Michigan, justement, avec Tim Hardaway Jr., Trey Burke, etc., dont j'avais bien aimé le parcours. Nick Stauskas, pour les fans des Kings, qui ont toujours du mal à encaisser le fait qu'il était drafté par eux. Ouais, donc du coup, j'ai cru que c'était de ce Glenn-là, mais je connaissais pas le parcours tumultueux Oh, dont tu me catastrophique. parlais là. Catastrophique. Incroyable. Et en fait, le seul club NBA où il joue, c'est les Wizards, ouais, où il reste pas très longtemps et où ça finit mal aussi. Ingérable, totalement ingérable. Dans les mecs plus gérables, moi j'ai adoré Mike Bibby aux Kings. Et son père, Henry Bibby, était un très bon joueur. Pas du niveau de son fils, mais était un très bon joueur. Et j'ai une anecdote assez marrante que j'avais lue dans un bouquin. Je crois que c'est dans le livre Tall Tales, si je me trompe pas, sur la NBA, où tu as Will Chamberlain, on lui parle, tu sais, de ses conquêtes féminines. Et en gros, il te fait comprendre que lui, il a un charme incroyable. Il dit, ouais, j'ai certains de mes coéquipiers, il joue plus la loi. Comment il formule ça? En gros, t'es des plays de numbers game. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme quand tu fais de la pêche au gros, quoi. T'envoies le plus de filets possible pour essayer d'en ramasser. Et il cite comme exemple Henri Bibi. Je sais pas du tout si c'est une balle perdue ou si c'était un fait vrai, mais du coup, voilà, moi, quand je pense à Henri Bibi, je l'imagine en train d'essayer d'avoir la même punchline qui sort à 15 filles qui passent de suite dans la rue pour essayer de récupérer un numéro. Donc, donc voilà. Mais en plus, Henry Lee, qui a une super carrière, qui fait partie de ces joueurs qui ont dû se dire, comme on parlait de Magic Johnson la semaine dernière, que c'était trop facile parce il fait un triplé avec UCLA, 70, 71, 72, et il est drafté par les Knicks. Il arrive à New York et il est champion NBA son année rookie. Tout de suite avec la bande des Walt Frazier, de Phil Jackson, etc. Il fait deux autres finales avec les 76ers perdus cette fois-ci, tandis que son fils, lui, je crois qu'il fait qu'une finale, il me semble, avec le 8 hein, Mais contre il est champion Dallas. quand même, du coup. Il finit champion ou pas? Non, 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 non. c'est la mauvaise année. Ouais, la mauvaise année, il est tradé ensuite où il joue le rôle de meneur backup en 2012 au Knicks jusqu'au mois de février où Jeremy Ouais, t'as Lin raison. arrive et alors là, il joue plus du tout. Mais voilà, ouais. Et en plus, famille de sportifs parce que je crois que le frère de Henry Bibi était pitcher en MLB, je crois. Donc, D'accord. grosse famille de, de sportifs, les Bibi. Et lui, il a une belle carrière de coach. Il a été assistant coach. Il a été coach des Sparks de Los Angeles, même en WNB. Henri, hein, toujours, tu parles du Ouais, père. Henry. Ouais, Ah bah ouais, oui, ouais, oui. absolument. Ouais. Non, parce que le fils aussi est dans le. Je sais plus s'il est assistant ou si lui aussi il est dans le coaching. Je sais plus s'il est toujours dans un staff ou pas.
Par contre, ce qui est impressionnant, j'imagine, tu as dû voir la transformation physique. Tu sais, je sais même pas s'il peut encore se gratter l'oreille, là, tellement il est balèze de ouf, c'est Même le impressionnant. visage, on dirait David Guetta, le visage, quoi. Le mec, il est tiré, doublure officielle d'Action Man, quoi. Plus récemment, il y avait aussi John Bronson et son père, Ouais. qu'on voit beaucoup. Jolie histoire, en plus de travailler ensemble comme ça, c'est plutôt marrant. Qui avait eu une jolie carrière universitaire aussi, et qui avait été un joueur quand même, je crois qu'il fait 9 saisons, 8 clubs, un truc comme ça. Donc, plutôt journeyman, mais pas drafté. Et puis après, il était parti jouer, je crois, en Australie. Et puis ensuite, il revient. Il signe free agent à Portland. Et puis, voilà, il fait 9 petites saisons sympathiques. Et de le voir maintenant, il y a toutes ces images qui sont ressorties où on le voyait en train d'entraîner sur les playgrounds, son fils. Voilà, Ouais. c'était plutôt marrant. Ouais, je me rappelais de lui quand même au Knicks. Son passage au Knicks, alors il jouait pas beaucoup, mais Ouais, c'était. c'est l'épopée J'aime bien son 99. profil. Puis il Ouais, fait partie de l'épopée 99 en finale. Ouais. ouais, exactement. Et c'était. Voilà, il était dans la rotation. J'aimais bien son profil. Parmi les anciens Knicks, il y a Greg Anthony, dont tu te rappelles forcément, et Ah son bah fils oui. Cole Anthony, voilà, qui fait une carrière pour le coup, tu vois, vraiment, j'y croyais pas du tout à ce joueur, à sa sortie de fac et tout. Je pensais que ça allait pas du tout le faire. Au bout du compte, j'ai appris à bah, plutôt l'apprécier, quoi. C'est un joueur pareil, un joueur solide, ça sera jamais une star, mais j'aime plutôt bien ce joueur au bout du compte. Je comprends pas comment son club a laissé partir faire un concours de dunk en Timberland. C'est-à-dire, enfin, quand tu vois les contrats qu'ils doivent signer, c'est-à-dire pour se péter la cheville, en plus, ils les avaient même pas lassés. Enfin, c'est quand même. Je J'avais crois que c'est oublié ce détail important, t'as raison. le pire dunk de l'histoire. T'avais d'autres. Oh, bah, Qu'est-ce que il y en Ouais, a il y en a plein. des tonnes, ouais. Il y a Gary Payton Jr. Il y a un duo que j'aimais bien parce que je trouve que les joueurs les fils d'eux sont quand même très différents euh, physiquement, enfin, dans leur manière de jouer, tu vois. Si tu sais pas si je te montre Gary Payton Jr., ils se ressemblent pas du tout, tu vois. Ouais. Ils ont pas la même manière de jouer, de mener le ballon, etc. Mais je trouve que Larry Nance et Larry Nance Jr. ont cette même élégance, tu vois, déjà physique, très délié, des longs bras, et puis dans leur manière de dunker, c'est très aérien. Voilà, c'est deux personnages. J'ai toujours bien aimé ce joueur, Larry Nance Jr. Sinon, Et bah, son père, c'est lui qui remporte le tout premier concours de dunk NBA, non, si je me trompe pas. je sais pas si C'est c'est lui le qui gagne ou premier, pas? mais il en remporte un et qui de Face belle à manière. Hein. Dr. J. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je me rappelle, un condor, quoi. Je crois que c'est même comme ça qu'on l'appelait. Sinon, il y avait. Je l'ai plus en tête. Bah oui, Bill et Luke Walton, bien sûr, Ouais. qui ont fait de belles choses tous les deux. L'un plus en tant que joueur que de coach et l'autre l'inverse. Mais voilà, c'est des belles carrières honorables pour des enfants. C'est plus facile d'être peut-être fils de Luke Walton que d'être Marcus Jordan à un moment donné, où finalement tu vas ouvrir un magasin de sneakers et faire n'importe quoi avec. Donc c'est encore. C'est clair. Et dans ceux à venir, il y a les fils de Carlos Boozer là, qui font énormément Oui, parler d'eux et voilà, qui oui. figurent parmi les plus gros prospects US à venir. Donc ça va être intéressant à suivre aussi. Oui, oui. Après, voilà, il y avait Sharif O'Neal aussi, il y avait le fils de Dwayne Wade, voilà, il y a tout. Mais c'est assez marrant de les voir aujourd'hui s'entraîner parce qu'on voit beaucoup d'images où ils s'entraînent avec leur père et tout, qui essayent de leur mettre la misère à chaque fois. Donc c'est assez marrant. Mais c'est vrai que pour l'histoire, le plus iconique restera malgré tout certainement LeBron et Bronny. On espère quand même les revoir ensemble parce que beaucoup, et je vous avais été les premiers à le dire dans le CQFR en disant bon, c'est fait, on va pouvoir parler d'autre chose. Maintenant, il va aller en G-League et puis voilà, comment il s'appelle JJ Redick a fait le taf, il lui a Hmm. donné ses 2 minutes à voir. Voilà, j'espère quand même qu'il aura son moment de gloire, voilà, son moment à lui. J'espère vraiment. Ouais, ouais, bah, on va voir. De toute façon, je suis pas sûr malheureusement que le cirque s'arrête autour de lui, mais Oui, oui. Je sais pas si tu as vu l'image de LeBron après le match quand ils vont embrasser Savannah. Incroyable punchline de LeBron qui tacle son fils par derrière. Ils sortent du terrain fin du match. Bronny va enlacer sa mère qui l'attend à la sortie du tunnel. Et LeBron qui s'approche, qui fait juste un bisou en Savannah. Il fait désolé, moi j'ai un peu plus transpiré. Hein.
Putain, mais le mec La saison d'entrée, va être longue. La saison va être d'en- tellement longue pour Brony. d'entrée, il lui met une cartouche. Mais voilà, c'est cool. C'était quand même. Alors, on peut pas lutter contre le fait de dire ce que je te disais la dernière fois. Quel bonheur quel kiff il a dû faire. Puis là encore, il fait l'acteur, tu vois, il fait genre au moment où il rentre, je suis super sérieux. Voilà. Mais on voit l'inside où il est mic'd up et il lui dit t'es Mm. prêt? Et l'autre lui dit ouais. Et tu vois, ça fait des frissons quand il lui dit t'es prêt, on va y aller. Et j'aurais Ouais. aimé, tu vois, qu'il sourit plus, le Brown, qui kiffe ce moment. Mais il est obligé de faire ça parce que s'il il en fait quelque chose d'extraordinaire, bah, il écrase de pression ce pauvre gamin. Ouais. Mais bon, on va Ouais, pas ouais, c'est plaindre clair. Brony non plus. Comme il a dit, il lui a fait la blague, genre il lui a rempli sa bagnole de trucs, mais apparemment c'était pas vraiment sa voiture, et des voitures il en a plein, donc on va pas chialer. Non, c'est clair. Je pense pas que ce soit LeBron qui ait rempli la voiture, et je pense pas que ce soit Brony qui ait nettoyé la voiture non plus, donc ça va aller, quoi. Respect par contre au pauvre gars qui s'est frappé, ramasser toutes ces foutues céréales bien gâchées. Bravo, Ouais, une bonne centaine de paquets de céréales foutus en l'air pour faire une blague. Théo, on va passer à notre petite rubrique ouais. hebdomadaire. On en avait une nouvelle, on a étraîné la semaine dernière. C'est notre morceau de la semaine, puisque les gens, nos auditeurs, nous aiment beaucoup quand on leur parle de musique. Et donc, je voulais savoir de ce que tu nous avais sorti comme morceau de la semaine. Eh ben écoute, donc moi je suis vraiment parti sur ce qu'on s'était dit pour cette rubrique. C'est pas une nouveauté, c'est pas une ancienneté non plus. C'est un morceau que j'ai en fait que j'aime beaucoup et sur lequel je suis retombé, que j'ai réécouté à plusieurs reprises cette semaine. C'est un morceau du rappeur Absol. Je vous avais parlé dans un précédent Pop Culture de son album Herbert, qui est pour moi qui est vraiment un excellent album. Je crois qu'il a dû sortir en 2023, quelque chose comme ça. Et le morceau que j'ai choisi, qui s'appelle Be Like That, avec le chanteur de TD Sir qui est en invité sur le refrain. Et en fait, je trouve que ce morceau, c'est vraiment une pépite, en fait. Musicalement, déjà, il est magnifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Absol, en fait, tout cet album Herbert, là, il l'a sorti après une longue pause. Et on ne savait pas trop ce qui s'était passé. En fait, il a fait une tentative de suicide, tout simplement. Il s'est jeté d'un pont. Il en est ressorti fort heureusement vivant et avec voilà une autre perspective de ce que j'ai pu comprendre dans les interviews sur la vie, les attentes, la pression, etc. Et ce morceau Be Like That, enfin, ça en a pas l'air comme ça, mais pour moi, c'est vraiment un morceau sur la dépression, à la fois sur comment ça se passe quand tu es au fond du trou et comment il suffit d'une étincelle parfois pour que tout te ressemble à nouveau brillant et que tu puisses reprendre espoir. Et souvent, voilà, Absol, c'est vraiment un lyriciste. Techniquement, c'est très fort. Les paroles, il y a toujours des doubles, triples sens. Et en fait, là, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau, c'est que il réussit quelque chose qui est tout aussi difficile, c'est d'être à l'économie. Et c'est-à-dire que l'essentiel des choses, elle n'est pas dite, en fait. C'est à toi voilà, de relier les points entre eux, de comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est vraiment ça semble très simple, mais pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un tour de force de réussir un morceau comme ça. Et donc voilà, ce morceau Be Like That, on vous met les liens comme toujours, que je trouve magnifique et dont je me lasse pas. Et voilà, je suis retombé dessus cette semaine et c'était un des morceaux que j'ai le plus écouté cette semaine. À réécouter et à rekiffer encore plus et encore plus. Moi, je vais te parler de. Alors, on a notre mantra, nous, tu sais qu'on aime bien crier de temps en temps quand on est de mauvaise foi ou qu'on ne voulait pas une faute en criant Ball don't lie. Moi, je vais te parler d'un track qui s'appelle Vibes Don't Lie, qui est un morceau de Leon Thomas qui vient de sortir son nouvel album la semaine dernière. Leon Thomas qui avait sorti le très beau Electric Desk en 2023 et qui là prend une tournure un peu plus, alors attention, hein, je ne parle pas d'un album de rock, mais un peu plus électrique en tout cas sur certains morceaux. On y retrouve Masego, on y retrouve Freddie Gibbs, on y retrouve Whale sur ce disque. Moi, ce Vibes Don't Lie là m'a complètement retourné parce qu'il y a un groove dedans, il y a une trompette à la fin qui vient en solo qui est absolument magnifique. Et surtout, sa voix il chante mais merveilleusement bien, Leon Thomas. Donc, je vous conseille d'aller écouter tout l'album qui s'appelle Moot, M-U-2-T, et ce morceau qui s'appelle Vibes Don't Lie, à ne pas confondre avec Vibes and Stuff de Tribe Called Quest, que l'on Ah. salue tellement, puisqu'eux sont rentrés au Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame, et c'était mais tellement plus mérité qu'un fan. Ouais, Parce c'est que vrai qu'on en...
Vas-y, Pierre. Si les fans rentrent aussi au Rock'n'Roll Hall of Fame, toi Théo et moi, je pense que tous les jours, on y On a nos va en chances. tant que fan de l'un, fan de l'autre, fan de lui, mais alors, laisse tomber, on y va tous les jours. Ouais, c'est clair. Non, c'était cool de voir effectivement Tribe Called Quest célébrer de cette manière-là. C'est vrai que ouais, j'ai toujours ce côté un petit peu à l'ancienne de dire, enfin, c'est l'âge qui parle, ça, mais que le hip-hop a pas besoin de la reconnaissance forcément des institutions pour comment dire, connaître sa valeur. Mais ce qui faisait plaisir, c'était de voir bah ouais, la joie manifestement des membres de ce groupe incroyable d'être célébré de cette manière-là. Donc tu fais bien d'en parler, Pierre. Ah ouais, donc voilà. Et pour moi, tu pourras me dire ce que tu veux, mais euh, l'ON Theory, c'est un album de jazz. Tu me diras tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est un album de jazz. Ton coup de cœur de la semaine, Théo? Alors mon coup de cœur de la semaine, c'est un livre que je viens de recevoir qui s'appelle Basketball, le tour du monde des playgrounds et des salles d'exception, qui est sorti aux éditions Talent Sport. C'est un livre d'Elvis Rocan dont on vous a parlé à plusieurs reprises, qui a écrit tout un paquet de bouquins autour du basket et de la NBA, Et qu'on avec a des reçu. photos de... Oui, absolument, qu'on a reçu, tu fais bien de le préciser. Et les photographies sont de Charlie Génard. Et en fait, c'est vraiment un bouquin qui est magnifique, euh, avec tout un tas de photos de terrain à travers le monde ou Waouh! Ah ouais. de salles mythiques. Mais vraiment, les photos sont somptueuses. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est pas uniquement des playgrounds, c'est pas uniquement des enceintes connues. Là, je vous montre la statue de Drazen Petrovic là, devant le terrain qui porte son nom. Et en fait, le truc malin, c'est que les terrains et les salles sont classés par ordre alphabétique, ce qui fait que tu vas partout. En fait, tu vas d'un terrain à Paris à Singapour, en passant par Londres. Tu retournes un coup aux États-Unis. Tu vas même au Népal. Il y a autant des terrains qui sont, tu vois, extrêmement... Tu vois, il y a la salle de UNC, la salle de Duke, tu as des terrains qui sont somptueux, et puis à côté de ça, tu vas avoir un terrain comme ça, très modeste, qui a l'air d'être perdu au milieu de nulle part. Les photos sont fantastiques, le texte, donc les textes descriptifs sont écrits par Elvis Rocan. J'ai été bluffé quand même par la qualité des photos, la mise en page. Je trouve que c'est vraiment un livre... Il y a déjà eu des livres, tu vois, sur les terrains un petit peu partout, des livres de photos, mais je trouve que là, la combinaison texte et photo fonctionne très bien. Donc voilà, c'est mon coup de cœur. Donc ça s'appelle Basketball, le tour du monde des playgrounds et des salles d'exception. C'est aux éditions Talent Sport, et donc c'est de Elvis Rocan et de Charlie Génard. Magnifique, magnifique. Je vais me le noter et d'ores et déjà faire chauffer la carte. Que tu sais, Théo, on écoute dans Hoop Culture, on vous écoute toujours. Quand vous nous mettez des commentaires, vous nous mettez vos propres conseils de lecture, etc. On toujours, et je vous le confirme avec Théo, à part si vous nous mettez les mémoires de Pascal Pro ou un livre sur la Oh l'enfer, le sur cauchemar. voilà, ou sur l'empathie en politique d'Éric Zemmour, on vous écoute et on va lire. Et moi, j'ai donc lu, j'ai pris le conseil d'un de nos auditeurs et je suis allé chercher cette bande dessinée que je ne connaissais pas. C'est en 4 volumes, ça s'appelle Transmétropolitane, et j'ai découvert que c'était en fait un truc complètement culte. C'est de Warren Ellis et Derek Robertson. Derek Robertson, donc, qui a quand même, je vous le dis, hein, parce que c'est écrit derrière, je n'invente rien, qui a lui dessiné Wolverine, The Boys, toutes ces séries-là. Vous voyez le graphisme est vraiment, vraiment très très beau. Et c'est une espèce d'odyssée cyberpunk. Le nom du héros, alors je te lis le pitch parce que ça, franchement, exilé depuis près de 5 ans loin des fracas de la civilisation, le journaliste Spider Jérusalem, c'est lui. Il s'appelle Spider Jérusalem, c'est extraordinaire. Il retourne dans une espèce de Gotham City avec des zones horribles. On a l'impression d'être avec des personnages à moitié mutants qui veulent fusionner avec des aliens. Enfin, c'est décadent au possible. C'est une odyssée cyberpunk, mais franchement, mais complètement incroyable. C'est la fin des années 90, donc à une période où Internet balbutiait à peine, mais pourtant, on a l'impression que ça a été fait la semaine dernière. C'est ultra moderne.
Ça grince à souhait, ça sent la, euh, la sueur et le dégueulasse des villes. Tu as l'impression d'être tout poisseux quand tu lis ça, mais c'est bourré d'humour. Et ce personnage, la Spider Jérusalem, je peux te dire que je n'en suis qu'à l'année 1 et ça va jusqu'à la 4, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Ouais, bah, tu vois, c'est marrant parce que moi aussi j'avais noté ce conseil. Là, c'est sur ma liste des trucs que j'ai réservés à la bibliothèque la plus proche de chez moi. Donc j'ai hâte de pouvoir me plonger Ah dedans ouais, aussi. continuer à nous régaler avec ça parce que c'est un truc que moi aussi je suis allé prendre dans la bibliothèque marseillaise, mais que j'envisage nettement de m'acheter après parce que j'aimerais bien l'avoir. C'est vraiment un truc très très particulier et c'est vraiment marrant quoi. Dès que tu l'ouvres, tu as Non, l'impression d'entendre tu sais, un riff de guitare qui fait ouais, 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 tu sais, ça va dans tous les sens. mais je vais vite découvrir ça. Est-ce que t'as une relique pour nous cette semaine, Pierre? Alors, ce que je te disais en antenne, Théo, figure-toi que je suis tombé sur une boîte chez moi et j'ai ouvert et j'ai trouvé des dingueries. Genre, un tas comme ça de vieux posters. Mais quand je te dis vieux, vieux posters, c'est des trucs, mais je pense que ça doit valoir elles sont pesantes de cacahuètes. Mais moi, tu sais que je garde tout, je ne vends rien. Mais alors, regarde ce que je te ramène, Théo. Ça vient d'un J'écoute. maxi basket où, alors d'un côté, j'ai un super Clyde Drexler, mais de l'autre côté, regarde bien, j'ai un Jordan et j'aimerais Mais c'est savoir qui lui a mis ça dans les mains et à quel moment il a accepté de porter ça. Et est-ce que c'est pas le début de la fin? Parce que là, il a dû se dire, je vais en faire quelque chose de personnel. La mais c'est- photo, incroyable photo. Alors, si vous nous écoutez, là, donc une photo de Michael Jordan à la fin des années 80, tout Ah, début des années 90. Il n'a pas je encore le pense. crâne complètement rasé et qui tient dans ses mains un t-shirt Clyde the Glide avec voilà, comment dire, un dessin de Clyde Drexler. Mais c'est 92, il y a marqué la photo. Ok, Ouais, mais à c'est mon avis, incroyable. c'est. Non, non, c'est avant La 92, ça. photo est plus vieille. Et Ouais. c'est là qu'on voit la ressemblance avec Anthony Edwards complètement folle. Mais parce que même le t-shirt Clyde the Glide, là, à mon avis, c'est. Tu sais, vous savez, les t-shirts, alors pour ceux qui ne le voient pas, avec le cartoon, là, hein, Ouais. la caricature, c'est avec le vieux, vieux maillot des Blazers en plus. C'est pas du tout celui avec refondu contre lequel il jouera en 92. Mais voilà, il tient un t-shirt comme si on lui avait donné le maillot de son meilleur pote, de Clyde the Glide. Incroyable photo, quoi. Mais là, limite, je veux un livre ou un documentaire sur la photo. T'es l'histoire de la photo, Ah, comment mais c'est possible et tout. l'histoire de la photo. Non, mais Tu sais, c'est comme si t'avais une photo de LeBron avec qui tient un t-shirt de Paul Pierce, quoi. C'est tout à fait aussi mais improbable. non, mais quand tu as vu The Last Dance et que tu connais la manière qu'en fait c'était facile de motiver Jordan, je me demande qui lui a dit tenez, vous pouvez mettre ça sur vous. C'est Clyde Zegan, ou alors c'est peut-être une photo, j'en sais rien, de quand il arrive dans la ligue parce qu'on lui avait dit qu'il allait pas à Portland parce que c'est. Mais qui lui a donné cette idée et à quel moment il le met? Et idée de génie, à quel moment quelqu'un dit bah, tiens, on va faire, les gars, chez Maxi Basket, on va faire un poster MVP 92, Jordan avec le t-shirt de Clyde the Glide juste avant les finales. Bravo, franchement, il n'y a rien qui va dans ce que je dis depuis 5 minutes, mais ça nous donne une des reliques les plus folles que j'ai trouvées. J'ai dit, mais c'est pour eux, c'était game over. C'est que là, j'ai de dire c'est Photoshop, mais c'est même pas possible. Photoshop n'existait même pas encore à l'époque. C'est Impossible. Mais 25 ans avant les. je vais vous le prendre en photo et je vais te l'envoyer Théo pour qu'on le mette en descriptif. Je ne sais même pas si on va essayer de le trouver pour le mettre en une c'est la photo de couverture de cet épisode parce que cette photo est folle, folle. Complètement folle. Écoute, moi j'ai un C'est comme si Alors, j'avais Shai avec un t-shirt d'Antoine Pimel, tu vois. ou un t-shirt, ouais, ou un maillot du PSG dans les mains, quoi. De pim pam pam Pimel comme il a fait au jour. Pam 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 comme ça. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle. Écoute, écoute, ta relique va largement déclasser la mienne. Moi, j'ai sorti très sobrement un livre. En fait, c'est le catalogue d'une exposition, catalogue de l'exposition qui s'appelait Fela Rébellion Afrobeat, qui avait eu lieu à la Philharmonie de Paris il y a
2-3 ans, je crois, de mémoire. C'est vraiment une expo, une des expos que j'ai le plus aimé ces dernières années. Elle était magnifique, énormément de photos, beaucoup comment dire, de coupures de presse de l'époque. Il y avait des costumes même de Fela et de ses danseuses. Il y avait beaucoup de ressources aussi, vidéo, audio. Voilà, je m'étais régalé dans cette expo et le catalogue, il est juste fantastique. Il est vraiment très, 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 très beau. T'as une alternance, tu sais, de pages en papier glacé et de pages papier mat, avec à la fois, donc, comme je montre, des photos d'époque de Fela, de ses danseuses, de concerts, de Lagos, du fameux Shrine, la salle qu'il avait à Lagos, des coupures de presse à nouveau. En gros, tu retrouves l'essentiel de ce qu'il y avait dans l'exposition, à l'exception bien sûr des éléments qui étaient en vidéo ou qui étaient audio, avec voilà, moi j'adore Fela Kuti, c'est vraiment l'un de mes musiciens préférés all time. Tu sais, si je devais partir sur une île déserte, je pense que je prendrais sa discographie sans aucun doute. Et voilà, ce catalogue est vraiment magnifique. J'avais commencé à le lire, j'ai pas encore fini de le lire et là je suis retombé dessus, pareil ce week-end à le feuilleter et j'ai repris mon pied. Donc voilà, si vous aimez Fela Kuti, l'afrobeat et ce génie, le Black President du Nigeria, voilà ma relique pour aujourd'hui. Très beau choix et très belle pochette, très graphique et simple Ouais, finalement, alors que tu as montré, l'artwork généralement de Fela est quelque chose de très, de très foutraque un petit peu. Et alors voilà, et pour en finir avec les duos père-fils, Fela et Sean Kuti. et Femi, parce que c'est pareil, il y a une sacrée filiation, mais effectivement, Seun Kuti que j'ai découvert plus tardivement au bout du compte, mais ouais, j'aime beaucoup ses disques aussi, ouais, clairement. Ouais, que j'avais eu le plaisir d'interviewer dans Une Time. C'était vraiment un bon moment, même si je m'étais gardé de parler de son père, mais ça me brûlait les papilles. Je J'imagine comprends, bien. c'est clair. Et ben voilà, on a bouclé la boucle, Pierrement. Exactement. On se retrouve, Exactement. ouais, la semaine prochaine. Mardi, de toute façon, toujours le Hangtime Radio Show sur Radio Grenouille ou en replay si vous voulez l'écouter. Le lundi, si vous voulez réécouter le Hoop Culture, vous pouvez nous trouver sur les ondes de Radio Grenouille si vous êtes dans le coin, voilà, du côté de Marseille. Et nous, on se retrouve Ouais. la semaine prochaine, du coup. À midi sur le 88.8 à Marseille si vous voulez. Et nous, on se retrouve sur les plateformes. On vous souhaite excellente fin de week-end. Regardez bien la NBA, profitez bien. Dormez un peu quand même parce que c'est important. Et puis à la semaine prochaine, Théo. Ciao!